souvenez-vous de ces images. Le 1er juin, 5 cercueils recouverts du drapeau français qui sont déposés au pied de la Tour Eiffel. Ils portaient l'inscription « Soldats français de l'Ukraine ». Les auteurs étaient bulgares, allemands et il y avait un Ukrainien aussi. Souvenez-vous cette fois de la nuit du 13 au 14 mai dernier. Les mains rouges qui étaient taguées sur le mur des Justes du mémorial de la Shoah à Paris. Les auteurs étaient 3 bulgares. Et enfin, souvenez-vous de ce matin du 31 octobre 2023 où on avait retrouvé sur la façade de nombreux bâtiments résidentiels des étoiles de David taguées sur des immeubles à Paris, dans le 13e, dans le 14e arrondissement, dans le 18e arrondissement. Là, les auteurs étaient moldaves. Il s'agirait donc d'espions amateurs. On se demande s'ils font partie de cette nouvelle méthode russe pour déstabiliser l'Europe. Eh bien, regardez, d'après cet article du Courrier international, auparavant, les services de sécurité connaissaient les diplomates russes qui n'étaient attachés culturels ou collaboratrices d'ambassade qu'en apparence et travaillaient en fait pour les services secrets. Nombreux d'entre eux ont été expulsés, c'est ça qui a tout changé, de la plupart des pays de l'Union européenne, et le Kremlin s'est trouvé de nouveaux moyens de recruter des agents. La Russie trouve désormais ses saboteurs sur Telegram, sur Instagram ou sur TikTok, donc sur les réseaux sociaux. Regardez, ils ont fait la liste les qualités d'un bon espion russe. Donc cette personne doit être jeune, enthousiaste. Elle ne doit pas encore être sur la bonne voie. Alors là, on reprend les termes d'un membre des services de sécurité allemands. Et utilisateur des réseaux sociaux, puisque c'est via ce moyen. Merci. Oui. Via ce moyen. Merci Darius. Via ce moyen qu'ils arrivent à recruter des espions. Alors on a un exemple précis. Il s'appelle Andrés Alfonso. Il n'est pas en bonne posture. Je vous donne tout de suite la fin. Il a 26 ans. Il est colombien. Il vient de Ciénaga, dans une ville du nord de la Colombie. Il travaillait dans l'agriculture. Vous allez voir, c'est très concret. Un jour, alors qu'il était sur un groupe Telegram qui est consacré aux emplois à l'étranger, il y a un Russe qui lui demande s'il a envie d'être recruté en Europe. Bingo, il lui finance son voyage jusqu'en Europe. Et là, il part en Pologne. Alors ça commence par des petites missions. On lui propose de photographier une usine d'armement. Ça lui permet quand même d'obtenir 1100 €. Deuxième mission, mettez le feu à des bus garés à Prague. Là, c'est 2800 €. Sauf qu'il s'est fait prendre la main dans le sac par un employé des services de sécurité. Il est en prison en ce moment en République tchèque pour terrorisme et il risque jusqu'à 20 ans de réclusion. Là, on a un exemple typique. Comment expliquer qu'on en arrive là ? On se rappelle les démons de Dostoïevski avec les grands terroristes, bolcheviques, etc. Là, on finit avec, un pauvre type qu'on est allé chercher pour 2800 € pour brûler des bus à Prague. Vous qui avez été agent... Oui, c'était votre ancien... C'était officier. Officier, pardon. Officier, monsieur le commandant. C'est lui l'agent. Comment expliquer que la Russie en soit réduite là ? Parce que vous avez dit, depuis 2 ans et demi, l'Europe, le monde occidental a expulsé presque 1000 officiers. Officiers de carrière, ceux qui sont ce qu'on appelle les espions légaux, c'est-à-dire qui sont dans les ambassades, dans les consulats, dans les représentations diplomatiques, avec la protection diplomatique. Donc, ils étaient expulsés et puisque ces officiers ne sont plus là, il faut se rabattre sur autre chose. Et encore sur Alfonso... Surtout, c'est plus rapide de les recruter. Bien évidemment, parce qu'en fait, vous n'en risquez rien, parce que vous allez sur le Telegram, donc du coup, celui qui le recrute, parce que si vous devez le recruter à l'ancienne, ça veut dire d'une manière classique, vous êtes en France, vous avez le contre-espionnage français, la DGSI, qui va vous suivre, et donc si jamais elle vous prend sur le point de recruter sur Alfonso, c'est vous qui allait être en prison ou expulsé. Mais quand même, pardon, j'insiste, le côté bas de gamme, on a l'impression vraiment que côté État voyou qui fait feu de tout bois, parce que là, on n'est pas à l'échelon des agents qui infiltraient jusqu'au pouvoir. On est vraiment au bas, du bas, du bas. Est-ce que c'est bas de gamme ou c'est tout simplement efficace ? C'est un peu l'équivalent de la guerre par drone. Regardez l'influence, le BINS qu'a fait la position des mains sur le mémorial. C'était quelque chose de très efficace, donc finalement... C'est un mélange des deux. On vous en avait parlé au mois de mars avec Catherine Gentil de cette affaire. La première opération qui a été repérée comme ça, je vous le rappelle, c'était en Estonie, où justement on a repéré qu'après la vague d'expulsion massive d'agents du FSB en Europe, d'officiers, du FSB en Europe, il y a eu des tentatives de ce qu'ils appelaient des recrutements d'agents intermédiaires. Et ça se faisait
par messagerie cryptée à partir, ça avait été repéré à partir de Pskov, où il y avait des opérations qui avaient été montées pour essayer sur du renseignement, du sabotage et de la déstabilisation et de l'influence. Donc on a vu monter en puissance cette capacité d'actionner à distance. En fait, ils ont étonnamment piqué le système de l'État islamique pour le recrutement et des djihadistes pour le recrutement à distance et actionner à distance des gens pas chers, totalement consommables parce qu'ils n'en ont strictement rien à foutre. Oui, sauf que là, il n'y a pas une idéologie, on a l'impression de fanatisme. C'est vraiment des pauvres types, visiblement. Ils utilisent du le Colombien qu'on est allé chercher pour lui donner 2800 €, c'est pas vraiment un fanatique. Sauf que le problème, c'est que le Colombien en question, là, il y a deux opérations qui ont été arrêtées. Les gars, on leur avait donné des explosifs à bord d'avions, d'accord. Il se trouve qu'ils n'ont pas explosé à bord, mais ils ont explosé au sol et donc on aurait eu 2 avions qui auraient pris feu en vol parce que 2 imbéciles payés 2000 € avaient trimballé une bombe dans leur valoche. On aurait l'air. Où en est le FSB? Pardon, on a là un personnage avec vous, Sergueï Parkhomenko. Prenons votre cas. Vous êtes journaliste russe. Voilà. À combien de fois le FSB a tenté de vous enrôler? Jamais. Moi, personnellement, jamais. Vous êtes vraiment un très mauvais sujet, alors pour qu'on n'essaie pas essayer. Ça veut dire quoi? Non, mais vous avez eu quel contact avec le FSB? Ils ont essayé de vous d'influer sur vous? Ouais, quand j'étais étudiant, quand j'étais au début, quand je travaillais en Russie, plusieurs fois, j'étais contacté. C'est-à-dire, de quelle manière? Ils arrivent tout le temps. Ils arrivent, ils vous écrivent, ils font connaissance avec vous. Attendez, ça devient concret. Il y a énormément. Je vois rougir. Il y a énormément d'officiers en Russie. Ils sont très nombreux. Et ils ont. Non, mais vous personnellement, comment ils ont essayé? Vous dites, ils vous ont écrit? Ouais, quand j'étais étudiant encore. C'est-à-dire quoi? Vous savez quoi? J'étais contacté parce que j'étais étudiant de l'école de journalisme de l'université de Moscou et je parlais français déjà et bon, j'étais très intéressant pour eux et donc voilà. Donc c'est un officier qui vient vous voir. Il répondait sans doute aux critères. Vous n'étiez pas sur la bonne voie. Non. C'est ce que disait. Non, mais c'est notre génération, sans vous vieillir. Non, mais exactement. Non, expliquez bien, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. L'officier vient vous voir. Il était sur la très bonne voie, justement, parce qu'il parlait français. Il était dans une super université et donc en fait on cherchait à le recruter pour devenir un futur officier de renseignement à l'extérieur. Donc comment ça se passe? Chaque fois, surtout au début de la nouvelle Russie, quand tout existait encore, quand le KGB était en force encore, n'était pas encore tout à fait détruit. Il y avait tout le temps quand vous allez à l'étranger, déjà parce qu'il y avait cette période quand déjà les soviétiques pouvaient sortir, pouvaient voyager déjà, mais encore KGB existait. Et donc là, toutes sortes de voyages, toutes sortes de la sortie de pays étaient un prétexte pour être contacté, pour être parlé, pour avoir des questions, mais en fait, ça suffit de dire non. Hein. Si vous dites non, c'est non. Et là, c'était assez facile. Xavier Zitelmann. Parce que, en fait, j'ai eu une tentative il y a 2 ans qui a été identifiée. Ils ont essayé de me mettre une jeune fille dans les pattes, comme on peut le dire, la chance. pendant une Ça, c'est un classique. Didier, il aurait dit tout de suite. C'est un classique. J'ai jamais eu le droit. Ça s'appelle le compromat. C'est le compromat. Non, piège de miel, ça s'appelle. Et c'était pendant un salon de l'armement qui s'appelle Eurosatori, où pour une fois j'avais annoncé que j'y serais parce que je parlais dans une conférence. Et il y a quelqu'un qui, en fait, elle a fait tomber des documents, mais un peu comme dans les films, et c'était assez bien fait sur le moment. Et j'étais en retard pour un rendez-vous, et donc je l'ai laissé tomber, mais elle a essayé de me suivre, et c'était totalement anormal. Et donc derrière, j'ai eu un débriefing, effectivement, que c'était 99% de chance que c'était une tentative de... Le débriefing, quoi, des services français? Des services français, oui, parce que j'ai quand même pas mal de menaces de mort assez régulièrement. Mais on voit là le fonctionnement, on a un fonctionnement hyper classique. Là, on n'est pas dans le Colombien payé 2100 €. On est dans le fonctionnement ultra classique des services de renseignement avec un compromat classique avec une dame. Tout ce que Xavier, c'est un bel exemple parce qu'en fait, il s'intéresse à un pays qui est en guerre avec la Russie. Il y va. Il représente aussi un pont, en quelque sorte un pont entre l'industrie de la défense et l'Ukraine. Bien évidemment, c'est une cible de choix. C'est pour ça d'ailleurs qu'il cherche parfaitement partout où il passe. Et il passe par la Roumanie, il passe par la Pologne, il passe par l'Allemagne. Et les belles dames, méfie-toi. Hein. Donc les belles dames sur un arrêt de bus, si jamais il y a une belle Russe
Russes sur l'arrêt de bus, il faut se méfier. J'avais connu à la chute de Ceausescu le colonel de la Securitate qui s'occupe de ce genre d'opération, qui s'occupait, et qui m'avait dit, en 20 ans de carrière, il n'avait jamais échoué. Il avait toujours trouvé la solution, ou un homme ou une femme, enfin, tous les vices étant dans la nature et les goûts, il avait toujours trouvé la clé pour compromettre quelqu'un. Donc c'est intéressant. Mais, évidemment, pour eux, c'est une industrie. Hein. Mais pour revenir à ces espions-là, là, vous avez parlé de 1000 euros pour ce Colombien. En fait, vous savez combien ils ont payé les Moldaves ou les Bulgares qui ont déposé les cercueils ? 40 balles. Ils l'ont payé le voyage plus 40 euros par jour. Ça veut dire rien du tout. Et en fait, ils se disent, si jamais ils sont pris... nous, on s'en fout. Ce ne sont pas les officiers de carrière. On n'a pas passé des années à les former. Ils n'ont pas coûté de l'argent à l'État. Ce ne sont pas les agents qui possèdent des informations. Donc, en fait, ils valent absolument rien. C'est du consommable, c'est du jetable. C'est ça la guerre. Les Russes aussi font ce qu'on appelle la guerre hybride et la guerre asymétrique. Est-ce que ça évolue ? Quel est le danger aujourd'hui, selon vous ? Voilà, justement ce que je voulais dire. Le plus grand danger aujourd'hui, c'est la messagerie et les emails. Là, vous êtes attaqué tous les jours, mais vraiment tous les jours. On essaie de vous casser votre boîte à lettres, on essaie de vous voler votre account dans Telegram, Facebook, quelque part. Et là, on trouve tout. On trouve toute votre messagerie, on trouve toute votre correspondance, et c'est un moment génial pour vous attaquer et pour dire voilà, on sait tout sur vous, et donc on commence à parler, on commence à vous menacer. C'est ce qu'il y a de plus important maintenant, c'est cette hygiène électronique, c'est de savoir comment ne pas tomber dans les pièges au niveau des emails. Ce qui est là, les journalistes russes, on est attaqués tous les jours. Mais aujourd'hui. Ça m'est arrivé aujourd'hui sur Facebook. Donc il y a quelqu'un qui est mon contact, qui commence à dire excuse-moi, quelque chose d'urgent. Tu peux me donner ton numéro de téléphone ? Là, j'ai un doute, donc 2 points d'interrogation. Il dit oui, j'ai perdu le mien, il me faut envoyer le. Et là, j'ai senti tout de suite parce que ça m'est arrivé déjà par la suite. Et puis la vraie personne a dit son téléphone a été hacké et donc ils ont envoyé le même message à tous ses contacts. Et donc des fois, ils demandent les accès, ils demandent votre numéro de compte pour vous envoyer de l'argent ou ils vous demandent de l'argent, etc.